Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Rollina. Bonjour Jean-Claude, tout d'abord. Bonjour Alexandre. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France. Vous avez été également cadre au Front National, notamment au groupe régional de l'Île-de-France de 1986 à 1992 en tant qu'assistant et de 1992 à 1998 en tant que secrétaire. Général. Journaliste, essayiste, auteur notamment, une petite trentaine d'ouvrages déjà à votre actif. Et justement, j'ai voulu m'attarder sur sur cet ouvrage, justement, Guide touristique et géopolitique des pays imaginaires de la bande dessinée. Ouais, qui est assez original. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de traiter des livres qui sont plutôt de l'ordre de la biographie, qui sont de l'ordre d'un état géopolitique, ou alors tout simplement une question sur l'islam ou sur plein d'autres choses. Mais comment vous est-il venu l'idée d'écrire un ouvrage sur le thème de la bande dessinée, justement? C'est pas commun. Alors, écoutez, d'abord, je suis d'une génération qui a été nourrie par les aventures de Tintin, de Spirou et de Black et Mortimer. Ça dira sans doute beaucoup de choses aux gens de ma génération, même à des plus jeunes. Et puis, Hergé a utilisé des événements historiques, politiques contemporains de son époque pour les transposer dans ses aventures. Et il a inventé des pays imaginaires. Franquin, belge comme lui, dont les héros étaient Spirou et Fantasio, les a aussi immergés dans des pays imaginaires. Il n'y a pas que. Beaucoup d'auteurs ont utilisé ce stratagème pour pouvoir librement exposer leurs idées, faire vivre des aventures à leurs héros, sans tomber sous les coups d'une censure ou de puissances étrangères qui auraient vu d'un très mauvais œil, si vous voulez, qu'on utilise le nom de leur pays ou voire leurs vrais dirigeants transposés noir sur blanc, enfin plutôt avec de la couleur. Donc, j'ai pris le parti d'éplucher les différents auteurs qui me venaient à l'esprit pour regarder dans les aventures de leurs héros dans quel pays imaginaire, mais pas tant que ça, on va le voir peut-être, ils les avaient plongés. Si on prend Hergé, le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est le royaume de Sildavie. Ensuite, quand il propulse son petit héros à la houppette en Amérique du Sud, on tombe sur le San Theodoros et le Nuevo Rico, qui curieusement vont être en guerre. Et ça va être la guerre du Grand Chapeau. Or, figurez-vous que le Paraguay et la Bolivie, entre 1932 et 1935, ont été en guerre, et ce conflit s'appelait la guerre du Grand Chaco. Pour la possession du Chaco, pour la petite histoire, c'est le Paraguay qui l'a emporté sur la Bolivie. On pensait qu'il y avait du pétrole, et deux groupes pétroliers rivaux, l'un anglais, l'autre américain, avaient chacun leur champion. De même que la France et l'Allemagne avaient chacun leur champion. Et puis on s'est aperçu que ce fameux Chaco, qui était revendiqué par les deux pays, était vierge de tout pétrole. Et dans les aventures de Tintin, eh bien, c'est pareil. On s'apercevra que le San Theodoros comme le Nuevo Rico ont fait une guerre pour rien. Voilà. Et puis, Hergé va propulser aussi son petit héros et Milou, et même le capitaine Haddock, au Moyen-Orient, dans plusieurs albums. Tintin au pays de l'or noir, et où il va utiliser dans deux versions. La première version, le conflit judéo-arabe en Palestine sous mandat anglais est utilisé, et il y aura une deuxième version bien plus tard, quand, si vous voulez, la guerre des 6 jours aura eu lieu. Ce sera une nouvelle version dessinée où l'émirat du Kemed, n'est-ce pas, va remplacer la Palestine, grosso modo. Oui. Pourquoi? Bah oui, évidemment, on comprend très bien que Hergé ou ses studios ou ses éditeurs ne voulaient pas être compromis dans le conflit israélo-arabe. Il faut comprendre.
Voilà, bon, et si je prends Franquin, lui, a créé de toutes pièces un pays imaginaire, la République de Palombie, en Amérique du Sud. Alors, on ne sait pas trop si c'est en Amérique centrale, en Amérique du Sud. En tout cas, c'est une république d'Amérique latine où il y a un dictateur très caricatural, comme cette Amérique hispanique en a tellement produit au cours des siècles. Ça s'appelle la Palombie, donc, et c'est là où Fantasio et Spirou vont découvrir le fabuleux animal avec une queue invraisemblable et tout tacheté de noir sur fond jaune, le marsupilami. Et ils vont aussi créer en Europe un pays germanique, où on pourrait dire que c'est peut-être l'Autriche, avec une armée coiffée de casques à pointe. Alors là, il y a des petits clins d'œil avec, par exemple, l'Empire austro-hongrois, par l'architecture des maisons, par l'aspect de l'un des protagonistes, un général qui joue sur les deux tableaux, parce que là aussi, il y a encore un conflit entre cette principauté et une autre principauté voisine. Bon, vous voyez, ils utilisent toujours des conflits réels en les transposant dans un monde imaginaire. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi le créateur de Wayne Shelton, c'est beaucoup plus moderne, qui aussi a inventé et propulse son héros dans des pays d'invention. Vous avez les célèbres pilotes Buck Danny, Sonny Tucson, Tumbler, créés par Victor Obinon et Jean-Michel Charlier, qui lui-même était pilote d'ailleurs. On va les propulser, ces gens-là, en Amérique latine aussi, et comment dirais-je, en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, par exemple, ils vont combattre sous les cocardes des tigres volants, ces fameux tigres volants, parenthèse que j'ouvre, qui avaient été créés par le général Claire Chennault pour aider la Chine nationaliste contre les Japonais pendant le deuxième conflit mondial. Eh bien, ces tigres volants, Charlier et Jean-Michel Charlier et Victor Obinon les font revenir dans un pays qui s'appelle le Vientiane. Vientiane. Alors évidemment, on pense à Vietnam et on pense à Vientiane, à Vientiane, la capitale du Laos. Et effectivement, je pencherai plus pour le Laos, puisque ce pays a à sa tête un roi, et que le Laos, à l'époque où la bande dessinée est sortie, était un royaume que combattaient les maquis communistes du Pathet Laos. Voilà, c'est eux qui ont finalement, hélas, gagné. Bien, vous voyez, je prends ces exemples-là. Il y a aussi les héros tifs et tondus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ouais, ça vous dit rien. Plus, pour être tout à fait honnête, je suis assez calé en bande dessinée, mais américaine et japonaise. Ok, pour le coup, je fais les autres continents. Africaine, je ne sais pas si on a à ma connaissance. Voilà, alors je vais vous dire que c'est sans doute le fait de ma génération. Ouais. Vous avez aussi Edgar P. Jacobs, qui a propulsé ses héros, Captain Blake et le professeur Philippe Mortimer, les a propulsés dans un empire imaginaire, l'empire asiate, avec à sa tête l'empereur Bazam Dandu, qui réside à Lhasa. Bon, vous voyez, c'est Lhasa, là, oui, qui est une ville qui existe, mais c'est l'empire asiate qui n'existe pas. Oui. Et cet empire asiate conquiert l'ensemble du monde, et grâce à l'espadon, dont je vois une maquette ici. On la verra pas à l'image. Ah, c'est bien dommage. Grâce à l'espadon, qui est un avion atomique inventé bien par l'auteur, bien sûr, va écrabouiller cet empire asiate et ses ambitions funestes. Bon, voilà, il y en a d'autres, hein, puisque dans mon livre, j'en ai recensé un bon paquet. Il y a aussi, comment dirais-je, Pomme et Teddy. Pomme et Teddy, ça a été créé par un dessinateur belge, François Krahen-Hals. Pomme et Teddy, ce sont deux jeunes gens, l'une est écuyère, qui travaille dans un cirque, et le petit garçon est propriétaire d'un petit âne. Et il va leur arriver beaucoup d'aventures, notamment en Inde. L'Inde qui est un pays, alors là, qui a été envahi, colonisé par les dessinateurs, en mal d'imagination. Ils vont aller dans un pays qui s'appelle le Yanagar, un pays mystérieux avec un Maharaja non moins mystérieux. Il y a aussi la patrouille des castors qui a été inventée par Mitak, qui paraissait dans Spirou,
et qui eux aussi vont aller dans un pays, dans une principauté indienne, invités par le Maharaja auquel ils ont sauvé la vie, et qui va retrouver un fils perdu. On sent là une petite inspiration de Mowgli et du livre de la jungle. Bon, il y en a énormément. Il y a, comment dirais-je, Gilles Jourdan, qui est un héros, ainsi que l'inspecteur Crouton, qui vont être amenés à aller dans un pays d'Amérique latine, sensiblement placé au niveau de la Guyane, pour sauver un savant qui a été kidnappé. Enfin, vous avez énormément d'aventures. Les pieds nickelés aussi, les pieds nickelés, repris par Pélos, qui vivent des aventures invraisemblables dans des pays d'Asie. Voilà, bon, je pourrais passer plus d'une heure à vous énumérer tout ça. Mais je viens d'ouvrir une page au hasard, justement. Je vous en prie. Et je tombe sur la page 183, et je lis donc les premières lignes. Et là, je vois nègre, vous avez dit nègre, une curiosité de vocabulaire qui ne passerait plus de nos jours. Vous pensez effectivement que le vocabulaire des bandes dessinées d'il y a plusieurs décennies était totalement différent? Ah bah écoutez, Tintin au Congo, prenons Tintin au Congo. Tintin au Congo a été l'objet d'un dépôt de plainte en Belgique par un citoyen zaïrois. Pourquoi? Parce que le noir africain est représenté dans un état, disons, pas de débilité, non, mais c'est, entre guillemets, le petit nègre tel que se l'imaginaient les blancs européens des années 1920-1930. Bien entendu, très loin de la réalité, mais à l'époque, si vous voulez, on n'était pas sous pression. Aujourd'hui, les ligues de vertu interdiraient purement et simplement un album pareil. Alors, le procès a été perdu par ce Zaïrois, parce qu'on considère sans aucun doute, Hergé, si vous voulez, c'est un monument belge. Une fois, hein. Bon, alors, on s'attaque pas à un monument comme Hergé, qui est l'un des piliers de la Belgique. Comment voulez-vous que la Belgique existe, hein? Si on lui enlève les frites, et si on lui enlève Hergé, si on lui enlève le Manneken-Pis, qu'est-ce qui va lui rester à la Belgique? Non, on n'attaque pas un monument comme Hergé. Donc Tintin au Congo est resté dans son jus. Mais d'ailleurs, quand on regarde l'aventure, même si les Noirs sont placés dans des situations d'infantilité, oui, Tintin est un héros redresseur de tort, ouais, qui vient au secours des Noirs. Donc, vous voyez, il n'y a pas, bon, il faut pas lire ça au premier degré. Il faut voir ce qu'il y a dans la tête de l'auteur. Dans la tête de l'auteur, oui, eh ben, il y a la mentalité de l'époque où effectivement le blanc, bah, en principe, c'est un bon blanc qui vient au secours des petits noirs qui sont opprimés. Alors évidemment, c'est basique, c'est très élémentaire. C'est pour des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Ouais, tout à fait. Ça peut heurter et choquer aujourd'hui. Vous parlez de second degré, justement, parce que moi, je lis certains d'autres de vos ouvrages, et vous parlez souvent de sujets et d'actualité de la guerre, vous parlez d'Israël-Palestine, notamment dans votre ouvrage. Est-ce que, pour vous, écrire sur ce sujet qui est plus léger peut-être, est un moyen de décompresser, justement, avec toutes les horreurs que vous devez étudier pour écrire vos autres livres? Moi, ça a été un immense plaisir de rechercher d'abord, de me mettre à quatre pattes dans mon bureau, d'étaler mes bandes dessinées, d'aller les chercher, de retrouver dans ma mémoire, etc., de recenser tous ces pays bidons. Mais en même temps, ces pays bidons, ils sont pas si bidons que ça. Parce qu'ils sont mis dans des situations... Enfin, les héros évoluent dans ces états imaginaires, mais ils sont pas si imaginaires que ça. Parce que ils sont pas... Par exemple, Spirou, Fantasio et le comte de Champignac vont en Chine pour aller libérer un savant qui est captif de la Chine. Alors, on ne dit pas que c'est la Chine communiste. Non. Mais, si vous voulez, les caricatures, le contexte... c'est la Chine de Mao. Ouais. Et puis, ils sont dans un port qui s'appelle Wink Wink. Okay, ouais. C'est Hong Kong. C'est le coup d'œil. Pourquoi? Parce qu'ils sont accueillis par un officier anglais en short et qui leur propose la cup of tea de 5 o'clock, n'est-ce pas?
Donc, il y a des clins d'œil énormes. Donc, on voit bien que c'est Hong Kong, même si c'est un Hong Kong idéalisé, sans ses buildings. Un Hong Kong peut-être des années 30, des années 20, voilà. Bon, comme Singapour, avec son hôtel, le Raffles, qui est un hôtel, bon, qui est resté dans son jus. Voilà. Bon, maintenant, toutes ces villes-là, c'est des gratte-ciel, c'est des buildings, etc. Les dessinateurs, à l'époque, dessinaient ou s'inspiraient de ces pays-là, mais dans le jus de l'époque, quoi. Voilà. Bon, mais ça a évolué depuis. Il est évident que le Congo belge qui est devenu le Zaïre, c'est plus du tout le Tintin au Congo des années 20, des années 30. Et comme par exemple Tintin chez les Soviets, c'est très basique. Bon, mais à l'époque, si vous voulez, le communisme faisait peur, comme il a fait peur, bien entendu, bien après, mais l'aventure de Tintin en URSS, c'est très basique, c'est très primaire. C'est pas, si vous voulez, c'est pour des enfants, effectivement. Je sais pas si la comparaison Comment Michel Leb, ça me dit quelque chose, c'est-à-dire des blagues un peu basiques. Oui, Michel Leb, oui, je connais ce comique, oui. Voilà, bon, donc là, Tintin, en l'occurrence, enfin, Hergé n'avait pas inventé un pays imaginaire, il inventait il recréait une URSS, qu'il imaginait comme ça. Bon, pour faire passer un message auprès des enfants. Oui. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de Tintin et de Fantasio notamment, donc je m'attends peut-être un peu à la réponse, mais on risque d'être surpris. Quelles sont vos bandes dessinées préférées, votre top 5 des bandes dessinées préférées? Ah, bah alors là... Dans l'ordre, j'ai envie de dire 5, 4, 3, 2, 1, oui. Écoutez, Black et Mortimer, j'ai beaucoup aimé. Mon premier album de Black et Mortimer, ça a été La Marque Jaune. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Je vous le conseille. La Marque Jaune, où... alors là, il n'y a pas de pays imaginaire, ça se passe à Londres. Et c'est un Londres glauque. C'est remarquable, hein. On voit bien que le dessinateur est allé sur place ou qu'il a envoyé un de ses collaborateurs pour croquer les rues, etc. Bon, et puis il y a le secret de l'Espadon. Le secret de l'Espadon, c'est extraordinaire parce que on fait le tour de la planète et ces deux Britanniques vont sauver le monde grâce à leur invention démoniaque, l'Espadon, qui était un avion fusée qui délivre la bombe atomique in fine sur Lhasa. Et puis j'adore Spirou et Fantasio, bien entendu. Voilà, bon, les trois qui me plaisent beaucoup. Spirou et Fantasio pour l'humour aussi, c'est assez décalé. Et puis cette Palombie que j'ai été rechercher un peu quand j'étais au Guatemala et au Honduras. Je regardais les paysages, en Équateur aussi, je regardais les paysages et je cherchais dans ma tête à quelle vignette ça pouvait bien correspondre. Et j'aurais bien voulu faire ce livre-là, je n'ai pas pu le faire parce que Géo l'a fait. Voilà. Bon. Géo a publié, alors ils ont des moyens autres que les miens, Géo a publié effectivement, en mettant face à face le dessin, si vous voulez, du dessinateur et une photo qui pourrait représenter. Voilà, c'est assez amusant, si vous voulez. Moi, je me suis amusé à ça, mais pour mon propre plaisir. On va dire, il est fou celui-là. Non, mais voilà. Bon, Chacun fait plaisir. non, mais bon, par exemple, tous ces pays d'Amérique latine, avec leurs dictateurs si caractéristiques, aujourd'hui, l'époque est terminée, c'est fini. Mais vous avez eu des dictateurs, bon, je vais prendre Trujillo à Saint-Domingue, c'est une caricature incroyable. Vous avez en Nicaragua, vous avez eu la famille Somoza, de père en fils. Vous avez eu le Guatemala, vous avez une succession de généraux qui tous les 6 mois se succédaient les uns aux autres. Bon, la Bolivie, c'est pareil, pays recordman au monde du nombre de coups d'État. Eh bien, tout ça, Franquin et Hergé l'ont utilisé pour leur scénario. Par exemple, le général Zantas, bah oui, c'est avec sa casquette gigantesque. Alors, il y a des petits coups d'œil. Franquin était un homme de gauche, mais avec humour, ce qui est rare, hein, c'est pas très conciliable en général. Et on voit très bien que Zantas et son armée palombienne qui veut absolument envahir le voisin pour s'emparer de ses richesses. Et on voit bien que le drapeau même de la Palombie qu'il a inventé, même s'il est vert, mais la croix, le dessin qui est dessiné, etc., on sent qu'il y a
une sorte de petit clin d'œil avec la svastika, l'uniforme de Zantas avec ses aigles et son salut, le salut militaire de ces militaires. On sent qu'il y a un petit clin d'œil avec l'Allemagne nazie quand même, bien que ça existe, que ça soit transposé en Amérique latine. Bon, voilà. Alors moi je vous dis le top 5, bon, je donne au moins 3. C'est Black et Mortimer, Spirou et Fantasio et Tintin, incontestablement pour moi. Alors je sais qu'aujourd'hui les mangas prennent beaucoup de place. Je n'aime pas le graphisme des mangas, je le dis, il est trop brutal. Voilà. Bon, alors il y a maintenant des auteurs. Je sais pas le nom des auteurs, mais j'ai le nom des héros, Wayne Shelton, les aventures de Wayne Shelton, alors là, qui sont très très modernes, très contemporaines, où on fait intervenir des femmes. Maintenant, les bandes dessinées 13, par exemple, 13, j'ai oublié de le citer, 13 dont les aventures s'échelonnent sur 20 ans, je sais plus combien, au moins plus de 20 à 25 albums. Eh bien, là aussi, on va en Amérique latine, mais le décor principal, ce sont les États-Unis. Et là, on fait intervenir des femmes. C'est nouveau. Et des femmes sexy en général. Hein. Bon, voilà. Et donc, alors que dans le monde d'Hergé, à part Bianca Castafiore ou, comment dirais-je, sa domestique, vous avez très peu de femmes. Chez Spirou et Fantasio, il y a la petite Sécotine, la journaliste du journal Le Moustique, mais vous avez très très peu de femmes. Dans Buck Danny, c'est rare. Très rare, peut-être dans les gangsters du pétrole, où il y a la fille d'un émir qui au tout début apparaît. Mais il n'y a pas d'aventure, si vous voulez, il n'y a pas d'aventure à caractère sexuel. Sauf maintenant dans la bande dessinée moderne où il y a une très nette évolution vers ça. Bon, ça reste encore très, j'allais dire, très propre. Mais à l'époque des bandes dessinées c'est pareil, chez Edgar P. Jacobs, les femmes n'apparaissent pas, il y a pratiquement pas de femmes, à part leur gouvernante, celle qui tient le logis du professeur Black et Mortimer, dont certains ont été jusqu'à dire qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils habitaient ensemble. Non, pas du tout, je dément, non. Merci beaucoup Jean-Claude Rollinat d'avoir c'est moi. le guide touristique et géopolitique des pays imaginaires de la bande dessinée. J'ai été ravi de faire cette interview un peu originale finalement, c'est pas tous les jours qu'on parle de ce thème, donc c'était très intéressant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel entretien du Parti de la France, et rendez-vous vendredi à 21h pour un forum en live sur Telegram. Et je vous souhaite un très bon dimanche.